Donc, avant de commencer, peut-être noter que cette table ronde se tiendra en français et en anglais. La présentation de M. Michael Fish se fera en anglais et à la suite des présentations de nos panélistes qui vous seront présentés sous peu, on prendra également des questions en anglais ou en français là, pour alimenter notre échange. Donc voilà, bienvenue à cette table ronde conçue pour le festival, le tout premier Festival d'histoire de Montréal. On est extrêmement content de faire partie de cette première édition. Quand la coopérative Passerelle nous a invités à nous joindre au Festival d'histoire, on s'est demandé comment on allait aborder cette thématique de manière originale, mais aussi un peu à la manière Héritage Montréal. Le patrimoine, évidemment, c'est intrinsèquement lié à l'histoire de la ville. Il contribue de tellement de manières à garder l'histoire, cette histoire-là en vie. Mais pour y arriver, encore faut-il qu'il soit préservé, ce qui ne va pas malheureusement toujours de soi. L'histoire de Montréal a connu de nombreuses démolitions, plusieurs ratages en ce qui a trait au patrimoine. Mais l'histoire de Montréal est aussi parsemée de grandes luttes citoyennes pour sa préservation. La mobilisation citoyenne tient vraiment une place de choix dans l'histoire de la sauvegarde du patrimoine à Montréal. Puis c'est donc dans ce contexte qu'on a eu l'idée de revenir sur 3 batailles emblématiques de la sauvegarde du patrimoine montréalais. Donc la lutte pour la préservation de la gare Windsor, largement menée à l'époque par les Amis de la gare Windsor, un mouvement véritablement pionnier à Montréal. La lutte pour la sauvegarde de l'Hôtel-Dieu, notamment menée par Héritage Montréal, et la lutte pour la sauvegarde du Mont-Royal, dans laquelle les Amis de la Montagne ont été et sont encore des acteurs incontournables. Évidemment, qui de mieux pour nous raconter ces luttes-là que nos 3 invités qui s'y sont investis, je dirais, corps et âme pendant de nombreuses années. Donc, on a invité M. Michael Fish, Mme Sylvie Guilbeault et M. Dino Boumbarou, qui nous fait aujourd'hui l'honneur de passer au micro des invités pour venir nous raconter donc leur expérience de ces luttes-là. Dans quel contexte ont été formées ces luttes, quels ont été les éléments vraiment déclencheurs qui ont motivé d'emblée leur implication, mais aussi les actions qui ont été menées, quelles sont ces actions, quelle a été aussi la place de la mobilisation citoyenne dans ces luttes-là. Donc voilà un peu le menu du jour. Et sans plus tarder, je vais vous présenter notre premier invité. Mr. Michael Fish is an architect who was involved in several ways in the preservation of Montreal's heritage. In 1970, he co-founded the Friends of the Windsor Station, and in 1974, he co-founded Sauve Montréal. Mr. Fish, thank you for being with us today. Can you tell us a little bit more about your experience with the Friends of the Windsor Station and the work you did to ensure its preservation? Thank you very much. Am I on? Yes, you're in line. For audio? Okay, 1974, that's, I think it's 50 years or so away from us, and the world around Montreal was quite different from as it is today. But for Windsor Station, it was part of a very large empty piece of land. It was the biggest empty piece of land in private hands in the country. It had just Windsor Station, a church, and the Laurentian Hotel, which was a very big, fairly modern hotel on the site. And the CPR wanted to put up a 100-story building by I.M. Pei. At the time, the same architect that did the World Trade Center, which was only 86 stories high. And that building was to be, amongst other head offices, the Bank of Montreal head office. So it seemed to be a very large force that was going to demolish everything on this site
and put up a building which would have become world renowned, if not world famous. But with Windsor Station, there was no concern for old buildings at the time, other than they were from the French regime, pretty much, or in Old Montreal. And Old Montreal had great difficulties. So it was going to be a hard sell. I went to a public meeting in Westmount and just got up and said, look, I think this is, actually I was trying to save the Laurentian Hotel. I didn't know anything about historical buildings, really, but I did know about economic demolition, and I was a social activist, really. And I said it just didn't seem right to pull down the Laurentian Hotel and the Windsor Hotel at the Windsor Station, because they were very big buildings. And there was a reporter from the Montreal Star there, and he put a very small notice in the Montreal Star. And all of a sudden, I got lots of calls from the print, from the Gazette and radio stations, TV stations. And I didn't really know what to say about the Windsor Station or anything else historic. But I said, well, it was, designed by Van Horn. It was a project of William Van Horn, which I knew something about. And also the country wouldn't have existed unless it had been the CPR. But within a few days, I was contacted by historians that knew all about Windsor Station. And I found out that it was also a war memorial. It was not only a war memorial, but it was because all the troops that went to the First and Second World Wars, that was their last glimpse of Canada, really. And so it had enormous associations and emotional memories with many people across the country. And I took a crash course in the history of the building, and became the only person who was willing to stand up to the CPR and the Bank of Montreal. And before I knew it, there were a number of very expert people and very energetic people around me, and we formed a group called the Friends of Windsor Station. The MacDonald family foundation gave us $1,500 to print a book, and we printed 1,500 copies of this book, which had about 20 pages in it with nice photographs, good text, bilingual, and we farmed the book out to all the bookstores in the city, and they just put them on the checkout desk. And before we knew what had happened, it had sold out, and we had to do another printing. But anyway, we were at a certain point, we had so much interest, and particularly from the Gazette, which at the time was a crusading, old-fashioned journal with lots of cigar-smoking, hard-drinking reporters in a big room, and most of them were very interested in helping us. And so we had a story every day, at least, and the CPR obliged by attacking us publicly
and so did the real estate industry. And so for every small effort we made to attract attention and support, we were attacked equally by everybody except the administration of Montreal, which at the time was Drapeau and Saulnier. And between the two of them, they quietly encouraged us. So it was very exciting. It had national exposure after a while, and it was essentially kind of accepted that this was a monument, and it wouldn't be pulled down except there would be a revolution. So the CPR gave up, and the Bank of Montreal took their head office to Toronto. And there was a lot of political agitation going on from the people who wanted to separate Quebec from Canada at the time, and so the thing just dropped away. We were very much. Oh yes, we had a letter writing campaign from the federal government. Somebody who worked for the federal government gave us the name of every cultural person in Canada, and we licked stamps and envelopes with a letter, and we asked hundreds of people across Canada to become a friend of Windsor Station and send us probably $5. It was either $5 or $10, and we would print their names. We would preserve their names as Friends of Windsor Station, and we had at least 1,000 friends within a month, and that made a lot of difference to our credibility, because actually people did not value Victorian architecture. Victorian anything was not popular with people. People were they were prepared to accept that buildings pre-Victorian might be historic. Nobody really abandoned that. Nobody ever denied that there was historic buildings around, but Victorian really didn't matter. However, there was a society in England called the Victorian Society, and our work gave them a big boost, and vice versa. And so a lot of the literature that we got gave us ammunition from the Victorian Society, gave us ammunition to spread the word, because we were asked to speak at a lot of places, and we were able to educate a lot of people. Some of us were asked to take up courses at night in some of the CEGEPs and universities around town. And so I don't think any building, any individual building got the coverage and the support that Windsor Station achieved. Gee whiz, I wrote down a few things here. Over the years, this is a thing, this is a fight that's going on, I think, even today, 50 years later. But over the course of these 50 years,
it was realized that the building was not going to be a station anymore. And that meant the CPR wanted to shorten the rail line leading to the station. At one point, they wanted to shorten the rail line so that it would terminate in Montreal West. And however, I think the federal government had a word to say about that and did not allow that. But the CPR certainly wanted to free up the land of tracks. And over the course of maybe 20 years, between the 70s and the 80s, they removed the tracks from Peel Street, or from 60 feet from Peel Street, to Lucien Lallier, which was 600 feet away. And that meant that the building was going to lose its use, its historic use. And so the Friends of Windsor Station fought that the tracks would leave the site, and eventually we lost those fights. And of course, what's on the site today, except for two sides of Windsor Station on Lagosière Street and Peel Street, still exists, but they pulled down all the other valuable buildings that were part of the complex, and they put up the athletic stadium that's there now, the Bell Center. I think it's the Bell Center or the Molson Center. It's been several things since, and although today somebody is saying they're renovating, they say they're renovating the building, and there's a company name attached to it, we don't hear very much about who's going to occupy the building, and so that's, to a certain extent, it's still in danger. And until people are in there and the lights are on and the doors are open and people are walking in and out and saying what a great place it is, because the big public spaces in that building are as important as any in the country, and they have enormous potential. And you're already answering questions that I have for the question period afterwards. But Mr. Fish, your experience is so rich, and it's so interesting to have your point of view today about what happened and also what it is today. So let's keep the rest of the conversation for after the presentation, but thank you so much for this presentation. It was extremely interesting. Now, on va passer maintenant la parole à Dino Boumbarou, qui est directeur des politiques chez Héritage Montréal, où il travaille maintenant depuis presque 40 ans. Dino, comme M. Fish, a aussi largement contribué à la préservation du patrimoine montréalais, et cette contribution, comme d'ailleurs c'est le cas avec M. Fish, lui a également valu plusieurs reconnaissances. Donc, Dino, à toi de nous raconter donc, cette lutte pour la sauvegarde de l'Hôtel-Dieu. Merci Taïka, merci aux organisateurs, organisatrices de ce festival et de cette table ronde. On va parler de l'Hôtel-Dieu, mais ce que je voudrais peut-être à travers ça aussi mentionner les filiations. Enfin, ce n'est pas des batailles isolées, il y a des liens qui s'établissent de l'une dans l'autre. Michael nous a parlé d'une bataille sur une propriété privée. Dans notre cas, dans le cas de la bataille de l'Hôtel-Dieu, c'était une propriété du gouvernement ou public avec des valeurs collectives très importantes qui étaient déjà connues. Alors, les dimensions changent, mais il y a certainement des filiations, puis ça amène à réfléchir peut-être sur... on parle beaucoup de l'histoire des bâtiments, mais ce serait intéressant qu'on connaisse l'histoire des mouvements qui ont fait ça, parce qu'à Montréal, comme tu disais, il y a une trame collective, sociale. Les différentes communautés ont abordé le patrimoine d'une façon différente. Les médias, les journaux, que ce soit le Devoir, la presse,
la Gazette, Radio-Canada, le Montreal Star à une certaine époque. Enfin, il y a des regards à porter là-dessus et ce serait intéressant de le faire. D'ailleurs, Mme Lambert nous avait rappelé la chose lors d'audience qu'on avait tenue en 1995. Elle dit qu'il faut écrire l'histoire du mouvement du patrimoine, pas juste l'histoire des bâtiments. Cela dit, la bataille de l'Hôtel-Dieu, on va l'appeler comme ça, c'est une thématique. À l'époque, c'était le gouvernement qui avait décidé, enfin, depuis, on se situe en 92, hein, c'est à peu près l'époque centrale. Ça a commencé un peu avant, puis ça s'est un peu poursuivi après, mais juste pour se donner un objectif. Il faut se rappeler que 92, c'est l'année du 350e anniversaire de Montréal, dont les legs sont notamment le réaménagement du Vieux-Port, Pointe-à-Calière, mais également le plan d'urbanisme. C'est un leg du 350e. Mais en même temps, le gouvernement semblait en voie de transporter l'Hôtel-Dieu à Rivière-des-Prairies pour, soi-disant, répondre à des besoins locaux. Alors, je fais un petit passage ici. C'est étonnamment proche du justificatif pour un REM sur pilotis dans le milieu du centre-ville de Montréal. Alors, on va revenir là-dessus tantôt, mais en 92, les motifs du déménagement étaient officiellement de fournir des services de santé à une population importante et croissante l'Est de Montréal qui en avait besoin. Et plutôt que de déployer le réseau, on avait choisi d'extraire du cœur de Montréal l'institution fondatrice de la cité. Hein, parce qu'il faut quand même se situer. L'Hôtel-Dieu, ce n'est pas juste des corridors et puis des services de santé, c'est la naissance de Montréal qui passe par là. Et il y avait également des motifs de spéculation immobilière, de dézonage, de construction du pont vers Laval et tout ça. Là, il y avait toutes sortes d'histoires qui nous touchaient plus ou moins, mais dont on était conscient et qui pouvaient, à l'échelle d'un gouvernement, motiver des décisions qui n'étaient pas des décisions montréalaises. Avec le REM en 2021, on a encore un motif sympathique qui est l'accès à une population longtemps desservie en transport public avec des projets qui n'arrêtent pas d'être promis sans être réalisés. Mais on parle aussi de développement immobilier. Alors, donc, finalement, il y a des analogies à faire entre les deux, mais concentrons-nous sur l'Hôtel-Dieu. Donc, l'Hôtel-Dieu, se rappeler ce que c'est qu'un Hôtel-Dieu, c'est un type de construction qui remonte au Moyen Âge, les mots apparaissent au 13e siècle, et c'est essentiellement la maison de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est un hospice pour recevoir des indigents. C'est au 19e siècle beaucoup que ça s'est médicalisé, mais à l'origine, c'est un point d'accueil pour des personnes dans le besoin. Et c'est conçu en deux parties. Vous avez une partie pour les pauvres, la partie hospice, et vous avez une partie pour la communauté religieuse qui sert ces pauvres. Donc, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, quand on va sur l'avenue des Pins, l'Hôtel-Dieu de Montréal, il y a un couvent, il y a une chapelle et il y a un hôpital. Donc, ce modèle-là, et en arrière, il y a des vergers. Ce modèle-là remonte au Moyen Âge, à la grande tradition monastique européenne, mais il y a des analogies à faire à travers le monde avec des lieux d'accueil et de compassion. C'est un édifice qui date des années 1860, très bien connu, familier. Les gens le fréquentent pour deux raisons, les soins de santé, mais aussi parce que la communauté des religieuses hospitalières de Saint-Joseph est une communauté très ancienne. C'est la communauté une des communautés fondatrices de Montréal, d'une certaine façon, et beaucoup de gens avaient des religieuses dans la famille. Donc, il y a des liens sociaux très importants à travers ça. Puis, donc, la décision de déménager ça a été reçue avec beaucoup d'émotion dans la communauté, dans la société. Ça a commencé à se discuter, à se débattre vers 1990. On commence à entendre parler de ça. C'est des dossiers qui remontent aux années 80, alors que les décisions ministérielles se prennent avec des calculs qui sont toujours sur la grande allée, là, comme d'habitude. Et on a cette décision qui apparaît. Graduellement, ça devient intolérable. Plutôt que le geste, Michael nous a démontré le cas où une personne se mobilise. Déjà,
la brèche qui avait été opérée dans les années 70 par la création des organisations, ben, ça s'est répété dans le cas de l'Hôtel-Dieu. Il y a la formation d'une coalition qui regroupe des contraires d'une certaine façon. On a aussi bien la Chambre de commerce qui en est le point d'entrée principal. Le principal animateur, c'est la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Mais vous avez la Société Saint-Jean-Baptiste qui est là. Vous avez les syndicats, la CSN qui est là-dedans. Vous avez des associations de marchands, des docteurs, je pense au docteur Bergeron, docteur Léveillé, docteur Papillon, spécialiste des Grands Brûlés, qui était très animé là-dedans. Félix Lambert y participait, ainsi que des gens du domaine culturel, Monique Mercure, qu'on a perdu récemment, et Cécile Grenier de Sauvons Montréal. Héritage Montréal va s'y joindre dans la coalition et graduellement, on va développer collectivement une vision pas juste pour réagir, mais pour agir, pour empêcher ce déménagement qui était sans conteste inconcevable aux oreilles de plusieurs, et également de s'assurer que l'Hôtel-Dieu poursuive une mission d'excellence, parce que l'Hôtel-Dieu du 19e siècle est un Hôtel-Dieu qui a été formé avec des principes et une grandeur. Il ne faut pas oublier c'est le seul hôpital de Montréal jusqu'à l'ouverture du General dans les années 1820. L'Hôtel-Dieu, il déménage dans les années 1860 parce que le Vieux-Montréal est devenu trop excentrique et trop industriel pour ce type de fonction. Et graduellement, le développement de la médecine, je ne veux pas rentrer dans ce détail, mais va faire que l'Hôtel-Dieu va devenir un lieu d'innovation. Hein, le maire qui va inaugurer le parc du Mont-Royal, dont Sylvie nous parlera sans doute, était chirurgien à l'Hôtel-Dieu, puis a développé des techniques de pointe là-dedans. Donc, les religieuses dont on ne connaît pas tellement les noms ont permis à des docteurs très connus personnellement de faire avancer la médecine et la pratique de la santé. L'idée était donc pas juste de le préserver, mais de le faire progresser, de l'amener au 21e siècle. Les intérêts étaient multiples. On avait des gens qui voulaient absolument préserver des soins, un pôle de soins très important pour la communauté du centre de Montréal. Certains souhaitaient préserver une présence francophone avec un hôpital universitaire au centre-ville, plutôt que de laisser tout le terrain au Royal Vic. L'hôpital Notre-Dame était un petit peu trop loin. Certains également avaient un intérêt envers la question de la place d'un hôpital dans sa communauté, donc les répercussions sur la vie de quartier, sur l'économie de la rue Saint-Laurent, le boulevard Saint-Laurent qui est à côté. Beaucoup de dimensions qui étaient là. Et donc, cette coalition était multiple, plurielle, mais elle a développé des actions assez utiles dont je pourrais rapidement faire le tour sans entrer trop dans le détail parce que mon temps est compté. La première chose, c'est qu'on a on a eu des réflexions sur la modernisation. Quelle était la capacité du site? Alors, il y a eu des gens qui ont dit on est capable d'impacter un hôpital très moderne sur le site avec des nouveaux pavillons et tout. Et là, la contre-attaque, ça a été Marc-Yvan Côté, qui était le ministre, avec ses architectes. M. Tétrault notamment, ont présenté une photo d'un cube de verre absolument immonde là au pied du Mont-Royal pour montrer ce qu'on avait en tête. Ce qui fait qu'on a formé un comité d'aménagement qu'on m'a demandé de présider, sur lequel Mme Lambert participait, Jean-Claude Marsan, Aurèle Cardinal, Luc Laporte et Phil Bobrow, qui est un architecte spécialisé en hôpitaux et qui était né dans le quartier et qui voulait donner son temps, son expertise au service de l'Hôtel-Dieu parce que les sœurs et l'Hôtel-Dieu l'avaient accueilli et avait été très généreux avec le quartier. De même que Claude Lamoureux, qui était un architecte qui est décédé maintenant, un collègue de classe, qui a eu des traitements. Donc, il y avait une mobilisation de cœur et d'expertise. Et on a développé une contre-proposition qui montrait comment réconcilier patrimoine architectural, patrimoine paysager, les vergers notamment, et le Mont-Royal et le développement d'une institution de pointe. L'autre action qui est très importante, ça a été la tenue d'une consultation publique
populaire. Elle était populaire parce qu'elle n'était pas commandée ni par le gouvernement ni par la ville. La coalition a mandaté le bureau de consultation de la Ville de Montréal de servir pour aider à la logistique. Des commissaires ont été nommés, parmi lesquels André Saumier, qui était le président de la consultation sur le premier plan d'urbanisme de Montréal pour le centre-ville, et président de la Bourse de Montréal aussi à une époque. Et cette consultation a permis de comprendre la diversité des enjeux associés à un hôpital. Les gens pensent hôpital, santé, mais même les docteurs apprenaient que l'hôpital est une partie de la ville, une partie du tissu social. Il y a beaucoup de liens, beaucoup de présence, et ça nous a permis de créer beaucoup de momentum, de permettre à la parole de se libérer sur des sujets qui sont maintenus par les technocrates des ministères. Bien là, il y avait une discussion en société, sur la place publique. Ça se tenait au Holiday Inn Crowne Plaza, là, qui est toujours au coin de Sherbrooke et Berry. Il faut dire, on n'a pas choisi ça pour la qualité architecturale, mais pour le métro pas loin. Et tout le monde, tous les jours, il y avait plein de monde qui venait écouter les audiences. Et ce qui fait que le sujet de l'Hôtel-Dieu était devenu indécollable. C'est Gérald Tremblay, qui était député ministre libéral du gouvernement du Québec à l'époque, et Daniel Johnson également, ont tous deux mentionné qu'ils ne pouvaient pas venir à Montréal sans se faire poser des questions sur le dossier de l'Hôtel-Dieu. C'est un peu comme le REM aérien à sa façon. Et il faut que ça continue. Alors, je voulais juste peut-être conclure. Le projet de déménagement a été retiré. Le projet de la modernisation de l'Hôtel-Dieu a traîné. Il y a eu la formation du CHUM quelques années après, qui a tout amalgamé ça. Le projet du nouveau CHUM, qui est en bas de la côte sur Saint-Denis et Vigée, a été inauguré en 2017, donc 25 ans après la bataille. La Ville de Montréal, en 2017, a fait l'acquisition de la partie conventuelle, dont je vous avais dit. Il y a une partie communauté religieuse, puis une partie pour les pauvres, qui est devenue l'hôpital du gouvernement. La partie conventuelle a été, ainsi que le verger, a été acquis par la Ville de Montréal. Il y a un projet de cité des hospitalières, enfin, trouvons le nom. Et ces jours-ci, on lance un exercice d'urbanisme transitoire qui mérite absolument d'être suivi de près, voire expérimenté. Le sort de l'hôpital lui-même est encore en suspens. On ne le sait pas trop. Est-ce qu'il va demeurer dans le réseau de la santé? Est-ce qu'il y a une utilisation mixte? Qu'est-ce qui va se passer avec les grands stationnements? Un organisme a été formé il y a quelques années qui s'appelle la Communauté Saint-Urbain pour proposer un projet de reconversion à des fins sociales. C'est l'extension du projet Milton Park à sa façon sur ce site. Quelques remarques, enfin, le dossier de la bataille de l'Hôtel-Dieu nous a souligné l'importance d'une mobilisation organisée. Ça ne veut pas dire une mobilisation militarisée, mais la concertation entre les différentes forces est très importante. Le Concordia Salus, là, la devise de Montréal, a opéré au maximum. La persévérance, ça a créé également un modèle qui a servi par la suite pour la consultation sur Villa Maria en 1996. Et il faut reconnaître que l'alliance qui a permis la mobilisation pour l'Hôtel-Dieu était elle-même l'héritière de la mobilisation pour sauver l'avenue McGill College, qui donne une très belle vue sur la montagne. C'était d'ailleurs le facteur de rassemblement. Alors, je pense que c'est des choses, on pourra aborder le reste, mais deux mots-clés. En 92, l'Hôtel-Dieu, sa bataille, c'était la mobilisation, c'était parce qu'il aurait été honteux, en célébrant l'anniversaire de Montréal et l'œuvre de Jeanne Mance, de déménager son hôpital, alors que maintenant, avec le REM, ce serait une catastrophe qu'on veut éviter. Merci. Et dis-nous, la mention de McGill College nous fait un bon pont vers Sylvie, qui va nous parler de la lutte pour la protection du Mont-Royal,
sa reconnaissance. Donc, Sylvie Guilbeault, très contente de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Conseillère en patrimoine et environnement, vous avez été directrice générale des Amis de la Montagne de 1989 à 2018 et vous avez largement, vous aussi, contribué à la reconnaissance du Mont-Royal comme élément vraiment majeur du paysage montréalais. Madame Guilbeault, c'est votre tour de nous raconter votre expérience de cette lutte majeure pour l'histoire de Montréal. Merci Taïka. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'être là aujourd'hui. Parler de la montagne, mais c'est vrai que ça fait partie de ma vie pendant 30 ans, puis je continue à en parler d'ailleurs. Et peut-être juste, je sais qu'on a dit 10 minutes, alors, puis on veut avoir des questions à la fin, alors ça va être très bref. Le thème de cette table ronde, c'est 3 batailles emblématiques. Moi, je vous dirais peut-être que le Mont-Royal, c'est déjà un site emblématique. Et je me suis permise de proposer cette diapo-là pour que tout le monde puisse revoir la montagne d'en haut. Alors, pour les nostalgiques, là, ceux qui n'ont pas pris l'avion depuis longtemps, là, vous avez cette vue-là. Vous pourrez voir Montréal bientôt d'en haut aussi, je l'espère. Mais la bataille dont je vais parler aujourd'hui, c'est une des batailles, parce qu'il y en a eu plusieurs dans l'histoire de la montagne, bien entendu. Alors, je parle de l'histoire récente, au moment où les Amis de la Montagne ont été créés et où je suis arrivée 3 ans après, moi, la création des Amis en 86. Et bien, la montagne, elle était comme ça, déjà entourée de la ville. C'est sûr que Dino parlait tantôt de l'inauguration du parc du Mont-Royal en 1876, mais à ce moment-là, la ville n'était pas étendue autour de la montagne comme ça. La ville n'allait pas tellement plus loin que la rue Sherbrooke à l'époque. Alors, au moment où les Amis ont été créés, la montagne était déjà entourée par toute la ville et plusieurs grandes institutions étaient venues s'y installer autour sur ses flancs. Donc, le parc du Mont-Royal était là, mais il y avait des grandes institutions. On parle des universités de Montréal, l'Université McGill qui était là depuis longtemps, les cimetières qui étaient là aussi avant le parc du Mont-Royal, mais l'Oratoire Saint-Joseph qui était aussi sur le pourtour. Et alors, cette montagne, elle était déjà très habitée, emblématique. Au moment où et on le voit d'en haut, là, le Mont-Royal a souvent été dit comme étant le poumon de Montréal, le joyau de Montréal. Cette montagne fait partie de l'ADN des Montréalais. C'est un monument exceptionnel. Alors, déjà, ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'en 1986, quand les Amis de la Montagne sont nés, c'était des organismes comme Sauvons Montréal, Héritage Montréal, les citoyens qui s'étaient mobilisés parce que la montagne, elle était convoitée de toutes parts par plusieurs et ils ont décidé de créer un organisme qui allait se concentrer à temps plein de façon permanente sur le Mont-Royal, parce qu'il y avait eu d'autres organismes avant, d'autres citoyens qui s'étaient mobilisés pour plein de dossiers, mais c'était des gens qui se mobilisaient, puis une fois que les batailles étaient finies, ils repartaient chez eux. Donc là, on a dit, on va créer un organisme qui va se concentrer sur le Mont-Royal à temps plein, ce qui était assez exceptionnel. Et cet organisme existe toujours 35 ans plus tard. Au moment où les Amis ont été créés, alors, il y avait, on en a parlé un peu tantôt, la montagne, elle était de toutes parts convoitée. Il y avait McGill College, dont on a parlé dans les années 80-85, et il y avait le maire Drapeau, M. Fish a parlé du maire Drapeau tantôt, qui, lui, avec ses grands projets, mais il y avait l'idée de construire une grande tour un peu à la grandeur de la tour du CN, mais dans le parc du Mont-Royal. Alors, avec des infrastructures touristiques, ce qui allait changer le caractère du parc. Et d'autre part, du côté de l'Université de Montréal, il y avait un promoteur qui voulait faire un grand centre de ski alpin. Il y avait l'Université McGill qui voulait ajouter un gymnase, mais pour faire son gymnase, il devait aller diriger une partie du territoire du parc du Mont-Royal. Alors, vous voyez que dans ces années-là, milieu des années 80,
les règles n'étaient pas claires, là. Il n'y avait pas de règles vraiment pour protéger le Mont-Royal. Et c'est là que les organismes, les citoyens se sont mobilisés pour créer les Amis, qui ont écrit un manifeste qui se dit « Le Mont-Royal, fierté des Montréalais ». Alors, ils n'ont que repris ce qui était dit depuis 100 ans avant eux, mais ils l'ont écrit sur papier et ils ont rencontré les élus de l'époque pour dire « Écoutez, ça doit être un enjeu électoral » et vous savez, la mobilisation citoyenne va toujours de pair avec les administrations publiques parce que souvent, c'est la mobilisation citoyenne qui fait bouger les administrations publiques. Alors, c'est toujours très, très lié. Et dans les années 80, dans 85, 86, c'est l'équipe du RCN avec Jean Doré à la tête qui a dit « Bien, moi, je vais en faire un enjeu électoral. Le Mont-Royal, je m'engage à le protéger. » Alors, ça a été, à partir des années 86, je dirais, ce mariage entre les citoyens et l'administration municipale, un très beau mariage, ça a été une lune de miel pendant quelques années, si on peut dire, parce que avec l'administration Doré, il y a eu le site du patrimoine du Mont-Royal, le premier site que la ville pouvait faire, elle l'a fait sur le Mont-Royal. Le ministère de la Culture lui déléguait des pouvoirs. Et il y a eu des professionnels de la ville qui ont été engagés pour faire une planification. On commençait à étudier sérieusement le Mont-Royal, à faire de la planification, à mettre des règles. Et plus encore, on a dit on va se concerter. Alors, c'était la première fois que la ville, avec les Amis de la Montagne, avec les autres organismes, ont pris leur bâton de pèlerin et sont allés voir Westmount, sont allés voir Outremont, qui étaient des villes qui avaient aussi une partie du Mont-Royal sur leur territoire, puis on dit, parlons-nous. Comment on peut travailler ensemble pour protéger le Mont-Royal? Et ils ont inclus tous ces grands propriétaires institutionnels dans cette concertation. Alors ça, c'était vraiment des années extraordinaires. Moi, personnellement, je suis arrivée juste après ça, dans le sens que la planification était en cours, on était en train de faire des règles, mais reste que dans un contexte d'une ville qui est en plein mouvement continuellement et la montagne est au cœur de cette ville, bien, entre autres, les grandes propriétés institutionnelles avaient toutes des besoins de développement, d'agrandissement. Et là, la ville s'est retrouvée dans des situations d'arbitrage difficiles. On a des grandes institutions de prestige sur la montagne qui ont besoin de se développer, mais d'autre part, on veut protéger. Alors, c'est là que les organismes et les citoyens jouent un rôle extrêmement important en étant toujours la vigile pour rappeler aux administrations, mais là, vous avez dit, vous allez protéger, mais arrivent des grands projets de plusieurs millions de dollars comme celui de l'école des HEC sur la côte Sainte-Catherine, où c'était une œuvre de Don Anganou qui était magnifique, mais qui venait prendre la moitié d'un boisé qui devait être protégé. Alors, là, il y a des choses qu'on ne comprend plus. Les citoyens, on va en consultation publique. Alors, la consultation publique, les mécanismes de consultation publique ont toujours été extrêmement importants pour que les citoyens puissent se prononcer. Et il y a eu des hauts et des bas dans la consultation publique. Les mécanismes ont changé. Mais il y avait, je parle des HEC, mais il y avait les cimetières qui voulaient construire des mausolées, d'immenses mausolées sur la montagne. Alors ici, j'ai fait un petit collage, mais j'aurais pu remplir des cartables et des cartables d'articles de journaux qui disaient, vous voyez, ça ici, la tour sur la montagne, c'est au moment de la création des Amis de la Montagne. Montréal vandalisé, c'est quand même assez fort comme message. Vous voyez, ça, c'est en 1999 où on dit, si, avec toutes les constructions qu'il y avait autour de la montagne, les projets de développement, si on cache la montagne, on va vandaliser Montréal. Alors, on parle de 1999. Vous voyez ici, bien, il y avait même les caricaturistes là, qui se donnaient à cœur joie. Le Mont-Royal, est-ce qu'il est à vendre? Là, après l'époque de... Inévitablement, je dois parler des différentes administrations municipales parce que quand on changeait d'administration municipale, il fallait recommencer à expliquer qu'est-ce que c'est le Mont-Royal, qu'est-ce que c'est, parce que les administrations avaient des visées différentes. Alors, pour M. Bourque,
qui étaient là de 1994 à 2001. Le Mont-Royal, il y avait le parc, mais le reste, c'était du terrain en développement davantage parce que les pressions étaient là. Alors, c'est à ce moment, je vous dirais que les Amis de la Montagne, Héritage Montréal et plusieurs citoyens et autres organismes, on s'est regroupés et on a fait des démarches auprès du gouvernement du Québec parce qu'on a dit ça prend vraiment des règles plus claires. C'est difficile de passer d'une administration municipale à l'autre et de changer les règles. Donc, c'est à ce moment, et c'est peut-être ça une bataille vraiment importante pour l'avenir de la montagne, c'est de s'être retourné vers le gouvernement du Québec et de dire est-ce que le Mont-Royal peut être reconnu? Et après plusieurs démarches et plusieurs sommets et forums, le gouvernement du Québec, en 2003, qui était le Parti québécois à l'époque, a accepté de décréter le Mont-Royal arrondissement historique et naturel. Alors, c'était vraiment une très belle victoire parce qu'au-delà de reconnaître le Mont-Royal comme le joyau des Montréalais, on venait de reconnaître ce site patrimonial pour l'ensemble du Québec. Et là, à ce moment-là, depuis, bon, ça a pris quand même 2 ans parce qu'on a changé de gouvernement aussi. Alors, c'était en 2005 que le Mont-Royal a été décrété arrondissement historique et naturel, site patrimonial déclaré maintenant, qui a changé de nom. Et à partir de ce moment-là, ben, il y a eu une concertation continue, des règles. On a continué à travailler avec les professionnels de la ville qui ont développé des outils, des professionnels du gouvernement. Donc, il y a des règles qui se sont mises, mais je vous dirais, tout ça reste fragile et fragile dans le sens que les citoyens doivent continuer à être aux aguets, être attentifs à ce qui se passe. Et il faut toujours se rappeler, et je pense que l'histoire est importante, c'est sûr, là, on parle de patrimoine, les communications, continuer à éduquer d'une génération à l'autre, réexpliquer qu'est-ce qui s'est passé pour savoir d'où on vient puis pourquoi on s'en va là. Et peut-être ma dernière image, pour conclure, parle d'elle-même. Alors, c'est une photo, 2 photos que plusieurs connaissent peut-être, que j'ai pris de l'Atlas du paysage de Montréal, du Mont-Royal, où il y a eu un exercice qui a été fait, Montréal avec ou Montréal sans sa montagne. Alors, ça parle beaucoup. Est-ce que Montréal serait la même sans sa montagne? Là, ici, l'exercice a été fait, on a enlevé la montagne, mais dans les débats qu'on a encore actuellement, qui sont d'actualité, elle pourrait disparaître, mais elle pourrait disparaître aussi derrière un massif de bâtiments. Alors, c'est la réflexion qu'on se pose aujourd'hui, encore. Sylvie, quelle image parlante, hein? C'est vraiment frappant de s'imaginer Montréal sans la montagne. On se rend compte à quel point ça aurait un impact vraiment monumental. So now we can start this discussion. We unfortunately don't have much time, but we'll try to answer as much question that comes out. And if we don't answer to your question, we will keep it and try to answer. Maybe you can write us your email with the questions so we can email you an answer afterwards, and transfer maybe your question to our invitee. So these stories, these amazing stories, really show us how important these fights are, but also mostly that these fights are never really finished. That's a bit what you said, Sylvie. And I was wondering, Mr. Fish and Zinu as well. So what can we do today? What is the situation, Mr. Fish? You argued that the situation is still problematic today for the Windsor station. So what can we do as citizens to sort of bring back the conversation and save maybe the station again in a way? Well, activism today is not just because of the pandemic, but activism is more difficult, I think. It's young people that are activists.
us old activists never stop being activists. We're always ready to do something for somebody or something. But young people have much more pressure on them, debt, particularly from university studies, and trying to start a family. It's not easy. So it's much more difficult these days. Social media makes a big difference. And people can get together, with just the time that they have. But I really admire any young people that really get involved, like yourself, for instance. And really, I can't say more than that, other than to say I wish I was young again, because I'd be delighted to. Well, there is for sure a need for the young generation to take off in a way. And this is, I think it's very inspiring to us to hear these stories today. It shows us how important these actions were, you know? Yeah. So that's, on a une question dans les questions et réponses qui nous parle de l'utilisation de mécanismes de consultation publique. Dis-nous, tu nous as parlé justement d'une forme de consultation populaire. Ce serait quoi les failles de l'utilisation de ce type de consultation dans la préservation du patrimoine aujourd'hui? La question vient de Gabrielle Lavergne qui pose aussi une question liée justement au parc Jean-Drapeau. On sort un peu de nos exemples, mais ça peut être intéressant pour alimenter, de dire, mais si on avait fait des erreurs dans le passé, quels seraient ceux à ne pas reproduire, par exemple, dans le cas de la préservation du parc Jean-Drapeau ou autre préservation? Voulez-vous une contribution sur cela? J'ai lancé la question à Dino, mais peut-être vous pouvez renchérir après, M. Fish. Well, vas-y, Michael. Go on. Would you like to hear what I have to say? Yeah, well, absolutely. Consultation is a multi-edged sword. The early consultations were quite surprising for people. The opponents of conservation often put up a lot of people to kind of smother with public relations, paid public relations, to make the consultations look as if nobody wanted to conserve anything, and to a certain extent. That still applies. The other thing is that quite often the consultations happen. And of course, in my experience, the really horrendous outcome was the consultation in front of the BAP for the REM on the West Island, the airport in the South Shore. And then you had Mayor Coderre and the Prime Minister of Quebec say, the hell with the BAP, period, and just continue with what they wanted to do. Although the conclusion of the consultants was, this is a terrible, terrible thing that's going to happen. And I spend a lot of my time now, with the REM learning and fighting it, to be quite frank. And, something has to happen because it's going to be worse this time around. We'll see what happens. That's the first time we see something like that. But, there's one other thing. Yeah, I'm sure. The consultation gave the politicians a chance to avoid talking to concerned people and activists. I had a much more open field to talk to politicians before consultations. As soon as consultations started to happen, everybody said, we won't talk to you. Go to the consultations and then we'll see what happens. So
that multi-edged sword, it cuts several different ways. There are many ways, so maybe they can coexist instead of taking the place of. Dis-nous. Ben, moi, je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que Michael dit, surtout avec le BAP et le REM, là, parce qu'on a vu comment ça a été traité. Et ça pose la question de l'honnêteté de qui reçoit les recommandations. Si on a un processus indépendant, rigoureux, solide, puis encore, on peut discuter de ça parce que des fois, certaines de ces instances ont tendance à mesurer l'importance d'un sujet par le nombre de personnes qui l'amènent en séance de consultation, alors que peut-être qu'il y a juste une personne qui va apporter le sujet. C'est souvent le cas du patrimoine. Et puis, c'est très important. Finalement, on peut s'intéresser au parking que 150 personnes vont demander à la place de protéger la maison historique. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que ces processus rigoureux trouvent leur écho dans l'honnêteté des décideurs publics. Si on a des consultations qui sont là juste pour cocher la case, et le REM, on a eu ce spectacle, le BAP, c'est pas le pape, et tout ça. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça donne des catastrophes, ça, parce que dans le fond, on est dans... c'est de l'architecture politique, sans la qualité. Mais moi, je pense qu'on a eu l'exercice avec l'Hôtel-Dieu, c'est qu'on n'a pas fait une opération de relations publiques, on a fait une opération de réflexion collective avec des expertises. Des gens parce que le sujet mobilisait les experts sont venus volontairement. Et ça a été fait avec beaucoup de rigueur. Les commissaires étaient vraiment, ils avaient des codes de déontologie. Là. Il fallait qu'ils écoutent et interrogent tout le monde. Et ça a fait que la société a pris conscience d'un sujet. Par rapport au volet négatif, ça, c'est des processus de consultation. Trop longtemps, on a tendance à confondre ça avec des référendums. Un exemple, le référendum sur la gare de Westmount, qui a bloqué un projet de revitalisation, le bâtiment est encore en train de se dégrader. Il est vacant maintenant. Alors, il faudrait qu'on réfléchisse à ça un petit peu pour voir que l'intérêt du patrimoine soit aussi défendu, pas juste l'intérêt de tel intérêt privé. Merci. J'aurais quelque chose à ajouter sur cette question des consultations publiques, l'importance ou parfois peut-être la difficulté de fonctionnement, je ne sais pas, l'expérience des amis ou par rapport à la montagne, s'il y a quelque chose à ajouter. Je pense que les consultations publiques, ça a été vraiment au cœur de l'action des amis. Pour la montagne, ça a été extrêmement important. D'ailleurs, je vais juste le mentionner, il y a une publication de l'OCPM, de l'Office de consultation publique, qui a été écrite sur la mobilisation citoyenne pour le Mont-Royal. Alors, allez la consulter, c'est en ligne. Et c'est vraiment très, très intéressant. Vous pourrez voir qu'on n'était pas les premiers et j'espère qu'on ne sera pas les derniers non plus. Mais toute la partie éducation est vraiment importante. Information, elle est essentielle. Puis je crois que maintenant, les moyens, parce que c'est sûr que se rendre en consultation publique sur les lieux, c'est difficile, c'est plus dans l'air du temps. Donc, la consultation doit se continuer, mais avec des moyens d'aujourd'hui. Pouvoir aller chercher les gens, leur permettre de parler avec les facilités qu'on a d'aujourd'hui, avec des nouveaux moyens. Puis je pense que l'Office de consultation publique le développe de plus en plus. Et c'est essentiel parce que c'est une façon de sensibiliser les gens et d'aller chercher leur opinion. Alors, c'est vraiment au cœur de l'action citoyenne, la consultation. Merci beaucoup. Le temps a filé vraiment trop rapidement. J'ai l'impression qu'on aurait pu en parler encore pendant des heures. Puis j'ai presque le goût de dire à une prochaine fois parce que j'ai l'impression que le sujet n'est clairement pas vidé. Mais merci une tonne à vous trois de ces interventions vraiment pertinentes et intéressantes, de vos réponses aussi aux questions, même s'il n'y en a pas eu une tonne, c'est vraiment intéressant.
Merci aussi à tous les participants qui ont été là. Si vous avez encore d'autres questions, il ne faut vraiment pas hésiter à communiquer avec nous. On pourra les transférer à nos invités sans problème, puis ça va nous faire vraiment plaisir de vous répondre. Puis en terminant, ben, je vous invite à consulter le lancement de la programmation pour les échanges urbains, donc prochain événement que nous tiendrons à l'automne. Donc, soit sur la page Facebook d'Héritage Montréal ou celle du Musée McCord qui est partenaire avec nous dans ces échanges. Et puis, je veux en toute fin terminer en remerciant Passerelle, la coopérative Passerelle qui organise ce premier festival d'histoire de Montréal et aussi les musées d'histoire de Montréal qui portent donc ce festival. Puis, on lui souhaite une très longue vie. Donc, merci beaucoup à tous.